Le débat Direct Gestion, la suite, toujours avec mes invités Nicolas Duban de Conviction AM et Véronique Riche-Flores de RF Research. On a abordé évidemment ce qui se passait aux États-Unis. Janet Yellen remontera-t-elle des taux? C'est compliqué. Les États-Unis n'en ont peut-être pas vraiment besoin. Ça pourrait même casser un petit peu la croissance. Juste le lien avec les marchés, évidemment les marchés financiers, ce qui intéresse aussi ceux qui nous regardent. On a l'habitude de dire que les États-Unis suivent des cycles de 7 ans. Or là, ça fait 7, on est dans la 7e année de hausse. Est-ce que ça peut continuer ou est-ce qu'il va y avoir vraiment une cassure de 10, 15, 20% comme l'anticipent certains? Quel est votre sentiment, Nicolas? Vous avez lu un très bon livre de François Chevalier qui s'appelait Greenspan, Taming the Waves, c'est-à-dire finalement cassant les cycles, en maintenant des taux à des niveaux extrêmement faibles. Donc c'est pas une politique récente en fait. Bon. Donc la notion de cycle, indiscutablement, elle existe, elle sera toujours maintenue. Nous, ce qu'on pense sur les États-Unis, c'est clair, c'est que, et là on partage le point de vue de Véronique, il y a quand même beaucoup de choses. On trouve les marchés d'actions qui ne sont pas bons marchés, on trouve qu'effectivement le cycle arrive à un certain seuil, on voit que les États-Unis n'échappent pas, malgré ce dont ils ont bénéficié grâce au dollar dans le passé, n'échappent pas à cette difficulté, cette rigidité qu'il faut faire évoluer. Par contre, on est quand même investi sur les actions américaines, mais pas parce que c'est les États-Unis, mais parce qu'on a détecté, vous savez que c'est notre approche, on a détecté quand même des stratégies qui nous intéressent. C'est-à-dire qu'on est aux États-Unis pour ces stratégies-là, pour ces secteurs-là, etc., mais pas parce qu'on veut être aux États-Unis. Quel secteur en particulier? Alors, par exemple, les constructeurs immobiliers. On pense que l'immobilier va bien se tenir, va bien se tenir encore, et que les marges vont quand même pouvoir être faites par ces constructeurs. C'est un exemple. On est très intéressé, et ça fait longtemps que je le dis, mais c'est vrai, par les banques d'État, les banques commerciales d'État, qui ne sont pas liées à des risques systémiques et qui font un travail de pur banquier. Voilà. Il y a toute une série de secteurs comme ça qu'on regarde de très près dans tous les pays. Et finalement, on trouve ça peut-être presque beaucoup plus important que de savoir si je mets X% sur les États-Unis. Donc ça va être quand même du stock picking, entre guillemets, sur certains secteurs. C'est du stratégie picking. Du stratégie picking. Véronique Riche-Fleur, dans votre note, beaucoup plus dur, hein, le marché américain est mature. On pourrait revenir, les révisions à la baisse des résultats à venir justifieraient un retour du S&P sous les 1900 points. Vous allez nous expliquer pourquoi justement cet objectif 1900 points à 12 mois. Alors, précisément parce que je reprends un petit peu ce que je disais tout à l'heure, on est en fin de cycle, ça va être beaucoup plus compliqué, me semble-t-il, pour les entreprises rétablir leur productivité, et sans hausse de la productivité, on aura des pressions sur les marges. Donc moi, j'estime effectivement que le ressort de croissance aux États-Unis commence à être épuisé, et donc que la baisse des marges probablement conduira à quelque chose, à une contraction entre, 0 et 3, 0 et 5 de décrue. Ce que je juge devoir être anticipé par les marchés dans les prochains mois. Donc à partir de là, si vous envisagez effectivement un multiple un tout petit peu plus frileux que ce qu'on a eu récemment, disons à 16, eh bien effectivement, ça suggère une correction du marché aux alentours des 1900 points. Pour le S&P, c'est pas considérable non plus. Après, je pense que selon qu'on a une remontée des taux de la Fed, cette correction pourra être plus proche ou plus graduelle. L'idée, c'est qu'effectivement, ce marché, comme l'économie est mature, donc voilà, plus sujet à décroître, plus ou moins graduellement, selon tout un tas de critères, dont la politique de la Fed. Effectivement, on est un petit peu topiche et bien valorisé selon quand même beaucoup de gérants qu'on voit sur ce plateau qui nous disent ça. Alors en revanche, le consensus reste très favorable pour l'Europe. Notre vieille Europe, alors toujours empêtrée dans ces épisodes, cette tragédie grecque, dont on n'en finit plus d'avoir des ultimes négociations. Ça commence à se préciser, le marché a bien réagi en début de semaine. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la Grèce, finalement, c'est l'arbre qui cache la forêt de la reprise européenne? Alors ça, vous touchez à un de mes dadas, effectivement, d'éviter de se focaliser sur l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est le défaut majeur et classique. On parle de crise grecque, je pense qu'on est à deux doigts de parler de crise européenne quand même. C'est plus politique que financier. Oui, c'est fondamentalement une crise de système, parce que... et d'ailleurs,
il y a son pendant. C'est-à-dire qu'effectivement, on finit par s'habituer et on finit par se dire effectivement 2% du PIB européen, etc. 330 milliards de dettes pour 2% du PIB européen. Enfin, il y a des choses absolument extraordinaires. Bon. Mais c'est fondamentalement un problème de système. Est-ce qu'on instaure un état de droit où on respecte des règles en zone euro, ou est-ce qu'on en fait de la réelle politique et on dit bah oui, mais enfin on ne peut pas non plus demander l'impossible à ces gens-là. On n'a pas investi chez eux, il aurait fallu investir, mais est-ce qu'on peut investir dans un État où l'État de droit n'est pas nécessairement respecté? Voilà, bon, est-ce qu'il serait mieux en dehors? Enfin, moi je pense que plus vite on aura résolu cette question, mieux ça sera. C'est sûr que ça a un impact très direct sur la croissance. Je regardais les perspectives, par exemple, pour les PME allemandes, bon, voilà, ça crée quand même un climat d'incertitude. L'entrepreneur, il n'aime pas ça, il aime bien un cadre stable. Ça crée un climat d'incertitude qui est pénible. Bon, et puis au bout de 4 mois, on finit par s'habituer à tout. C'est-à-dire, on a l'habitude, vous dites, de ces ultimes négociations, ces réunions à répétition, oui, c'est ces difficile réunions de s'habituer, mais disons que... Mais c'est pénible quand on gère des fonds, parce que quand même, on a une volatilité qui est revenue, qui est assez... On ne va pas parler d'extrême quand on a connu les épisodes Lehman, etc., où on avait moins 8% dans la journée, mais c'est vrai qu'on a quand même... le marché est complètement dépendant de ce qui se passe finalement à l'Eurogroupe, dans les petites phrases, même des journaux qui peuvent faire décaler assez vite le marché. On est quand même passé de 5200 points à 4800 en très peu de temps, et puis ça remonte aussitôt près de 4,5% en 2 jours, lundi, mardi. Oui, alors on avait besoin aussi de corriger un peu, parce qu'on était monté très très vite. Rappelez-vous, on était monté à 25% de hausse. Donc 25% en un trimestre, c'est quand même beaucoup. Donc il y avait un besoin de corriger. Bon, ça c'est le premier aspect. Moi, je pense qu'effectivement, je suis assez d'accord avec les analystes qui disent que le marché européen devrait finir beaucoup plus haut. Alors beaucoup, ils sont 7 à 10% plus haut, disons à la fin de l'année. Bon, il y en a même qui voient, vous rappelez, 6 000, voire plus de 6 000 sur le CAC. Ouais. Moi, je pense que ça, c'est tout à fait vrai, parce qu'il y a un mouvement. Maintenant, ce mouvement, il faut qu'il soit confirmé. Il faut qu'il soit confirmé, effectivement. Et là, le débat avec la Grèce est très important. Quel modèle d'organisation nous choisissons? Mais fondamentalement, je pense que c'est aujourd'hui, après que les Américains aient été... Moi, je rappelle ça, et je ne sais pas ce qu'en pense Véronique, mais je considère que les Américains ont été favorisés, comme toujours, parce que c'est l'économie la plus réactive, et que si on croit à une coordination internationale, c'était une bonne idée. Donc un dollar très faible, donc une politique monétaire très avantageuse. L'économie américaine est repartie. Il faut qu'elle se stabilise de manière solide. Maintenant, c'est au tour de l'Europe de suivre le chemin. Alors, on va demander on fait baisser l'euro, etc. Et quand on regarde bien, c'est... Voilà. Alors, sauf que l'Europe n'est pas les États-Unis, n'a pas la même réactivité, donc on va voir comment ça se passe. On va demander à Véronique Riche-Flores, bien sûr, qui suit l'ensemble des chiffres économiques. Alors ça va mieux, vous dites, c'est intéressant, ça va mieux en France notamment, pas forcément pour la locomotive de l'Europe qui est l'Allemagne. Alors c'est un petit peu la difficulté, effectivement. En fait, on voit que l'Europe va mieux. Incontestablement. Il faut d'abord dire ça. Il faut se souvenir où on était au mois d'octobre, novembre. Et sur quelle pente on était surtout. Donc, on est passé à autre chose. Et je crois qu'aujourd'hui, les conditions sont là pour pouvoir entretenir un rythme de croissance positif. Après, la question, quel rythme de croissance? Et là, ce qui me gêne, moi, considérablement, c'est l'environnement international. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'Allemagne, qui est quand même un gros morceau de cette Europe, eh bien, les perspectives allemandes vont dépendre de sa capacité à exporter pour entretenir son tissu industriel, sa dynamique industrielle. Et dans le contexte actuel de stagnation des échanges mondiaux, eh bien, cette locomotive à l'exportation de l'Allemagne est à l'arrêt. Alors, tant qu'on avait les bénéfices de la baisse du prix du pétrole, de la baisse de l'euro qui a stimulé les marges, c'était les 3 premiers mois de l'année, c'était très bien, y compris pour les Allemands. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, on constate que tous les indicateurs avancés se retournent. On regarde dans le détail l'industrie allemande, tous les secteurs traditionnels, les gros exportateurs sont encore en négatif, et fortement, souvent. Je parle de l'industrie du transport, même la métallurgie, etc. Les Allemands, ils avaient du pricing power, ils n'avaient pas forcément besoin d'un euro faible, ils exportaient finalement très bien. Est-ce que ça ne les pénalise pas du coup? Oui, alors bon, ils exportaient un peu moins depuis la baisse du yen depuis 2 ans. Et en l'occurrence, depuis 2 ans et demi, les exportations allemandes sont à zéro, ne croissent pas.
zéro, elle ne s'accroissent pas. Et du coup, on voit bien là qu'on est un petit peu rattrapé par cet environnement international qui finit par déteindre sur le sentiment des industriels allemands, plus la Grèce et les incertitudes qui jouent, bien évidemment, et la Russie, et que finalement, la mayonnaise européenne ne prend pas. Alors, par contre, elle prend un peu mieux en France, parce qu'en France, on est moins dépendant de ces activités à l'exportation. On le sait bien, on nous l'a reproché, mais ça nous protège un petit peu. Si le consommateur est moins menacé, parce que l'horizon fiscal est un peu moins menaçant et surtout moins turbulent, si on a un petit peu de gain de pouvoir d'achat, eh bien, moi je crois qu'on peut même avoir une petite baisse du taux d'épargne en France, légère, mais du coup, en relatif, effectivement, j'ai l'impression que le positionnement de la France, qui reste très problématique fondamentalement, c'est pas le problème, mais pour les marchés c'est important, la France est en train de se repositionner positivement. Et les marchés ont acté d'ailleurs ce repositionnement avec un CAC qui a surperformé sur tous les secteurs d'ailleurs par rapport au DAX. Donc, alors, et on va avoir cette décoration qui va durer, si on veut, c'est-à-dire un CAC qui surperforme par rapport au DAX qui je pense que la correction du DAX n'est pas terminée parce qu'effectivement, alors moi je suis un peu plus réservée peut-être sur le cheminement de l'économie américaine et des économies asiatiques qui sont essentielles pour l'Allemagne, pour ces exportations qui vont être tirées ou pas par les débouchés en Asie. Aujourd'hui, les débouchés en Asie sont à zéro. Donc l'Allemagne en pâtit et ça, c'est effectivement un moteur qui est absent. Alors, heureusement, le commerce intra-régional, on l'espère, va aller dans le bon sens. La meilleure santé de la France va sans doute aider un petit peu les exportateurs allemands. On est encore le premier marché à l'exportation de l'Allemagne. Mais vous voyez, il nous manque quand même un gros morceau qui est le contexte international comme relais et pour venir dynamiser et faire en sorte qu'on dégage l'horizon. Aujourd'hui, on a un horizon 2016 qui est encore très contraignant. Donc moi, j'ai effectivement des prévisions, je ne sais plus exactement, je dois être à 1,5 cette année et 1,5 l'an prochain, ou 1,3 et 1,5. On n'arrive pas à passer ce cap qui nous permettrait effectivement d'envisager une reprise d'investissement et quelque chose de plus solide. En ligne avec l'INSEE et un peu supérieur à Bercy, on le signale parce que généralement Bercy est très optimiste. Là, effectivement, ils sont plus restés prudents sur les 1%. On va terminer avec vous, Nicolas. Effectivement, on se reconnecte sur les marchés. Du coup, pour l'été, on se prépare à un été chaud sur les marchés, volatile. Alors, avant ça, un petit vent d'optimisme par rapport à ce que disait Véronique. Je lance un thème. On parle beaucoup des exportateurs de produits transformés, d'ailleurs, allemands. Surveillons l'exportation des capitaux et des investissements. Surveillons ce que vont faire les entreprises allemandes en termes d'investissement dans les pays du Sud. Grèce étant réglée. Je pense qu'on va être très surpris. Très, très surpris. C'est-à-dire les flux pourraient repartir vers les pays Je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'investissements, et on en parle d'ailleurs, de flux d'investissements forts d'entreprises, notamment allemandes, mais allemandes, dans des pays qui ont effectivement eu une déflation interne de 25%. Il y a un moment donné où les calculs, sous réserve que l'on soit dans un état de droit, que le droit soit respecté, le droit corporate, etc. Voilà. Et là, il y a des bons candidats, Portugal, Espagne, où ça va. Très bons candidats, de gens calmes. Et qui payent en plus leurs dettes, donc ça c'est plutôt pas mal. Prochaine échéance pour la Grèce, de toute façon on sera fixé rapidement le 30 juin. Donc pour l'été, oui, un marché agité, un marché qui va rester agité, plutôt je pense dans le bon sens, mais attention simplement à l'approche potentielle d'une remontée des taux de la Fed. Je pense que les marchés sous-valorisent toujours ce qu'on appelle la prime de risque. Dans un prix, il y a ce que ça vaut fondamentalement, et puis il y a une prime de risque. C'est une option. De toute façon, les actions sont des options. Et si on n'a pas trop d'idées et qu'on veut passer des vacances tranquilles, il y a les fonds de conviction AM, conviction premium, donc fonds flexibles. Du côté de l'excellente recherche de RF Research, Véronique Riche-Flores, vous pouvez retrouver son étude sur le site internet. Je crois qu'il y a des accès gratuits. Il y a une période de test qui permettra de lire l'étude Game Over, un petit peu contrariante par rapport à ce qu'on entend, et passionnante. Merci en tout cas de nous avoir suivis pendant cette demi-heure de débat. Cette édition de Direct Gestion est terminée. On se retrouve demain dès 9h20. Ça sera Lucie Marleau qui présente. Et on continue les programmes avec Direct Investisseur. On se reconnecte au monde du trading. À tout de suite.